Bonjour à tous. Merci beaucoup pour toutes vos inscriptions sur ce webinaire. On va aujourd'hui vous présenter le règlement sur l'espace européen des données de santé, essayer donc de décrypter les obligations et les impacts pour vous, acteurs de la santé. Je vais laisser quelques petites minutes un peu à tout le monde pour se connecter. Et pour ça, je vous propose de répondre aux sondages que vous allez voir qui vont être là publiés dans le chat. Euh, et ensuite, on pourra justement commencer à rentrer dans le vif du sujet. Super, je vois ça en train de se compléter petit à petit. Bonjour à tous. On va attendre encore une petite minute. Merci beaucoup donc pour vos participations à ces sondages. N'hésitez pas à continuer à nous donner votre avis. Et tout au long du webinaire, vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions. On y répondra, on fera notre mieux pour y répondre au fur et à mesure. Et il y aura bien entendu une partie dédiée à ces questions. Avant de commencer, on va rapidement se présenter. Donc, Camille et Julia. Donc, je suis Camille. Et moi, je suis Julia. On est toutes les deux juristes, experts santé, HGPD, chez Zipio. Et voilà, l'objet, c'est vraiment de vous présenter au mieux le HDS, que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre évidemment le plus simplement possible. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de piocher vraiment toutes les informations de ce règlement pour qu'il soit vraiment concret pour vous en termes d'obligations. Merci, Julie. Donc, ce règlement et pourquoi vous le présentez aujourd'hui. Ce règlement a été adopté donc, en février 2025. Dans quel contexte, finalement, ce règlement fait écho à un triple constat, un constat d'une difficulté d'accès aux données dans le cadre du soin et de la prise en charge des patients. Malheureusement, ce constat nous a été amené par le Covid. Donc, cette crise sanitaire qui a pu montrer justement que parfois les citoyens européens étaient amenés à être pris en charge dans des pays qui n'étaient initialement pas le leur, et donc avec cette difficulté de pouvoir accéder à leurs données de santé entre différents prestataires de santé qui seraient dans différents États membres. De la même manière qu'on fait aussi face à un nouvel enjeu, c'est des citoyens transfrontaliers, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut ici, c'est qu'on a de plus en plus justement de personnes qui vont travailler dans un pays de l'Union européenne, mais finalement habiter dans un autre ou encore avoir leur centre d'intérêt dans un autre, etc. Ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de citoyens qui vont être amenés à être pris en charge par des professionnels de santé, dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et donc là, on a aussi tout l'enjeu d'avoir un accès facilité à tous les prestataires de santé, à leurs données de santé justement, pour pouvoir s'assurer une prise en charge continue et uniforme, où que soit la personne. Et enfin, un sujet dont on parle depuis déjà plusieurs années, qui est finalement la capacité dans l'Union européenne et en France en particulier à faire de la recherche et à donc accéder aux données de santé pour de l'utilisation secondaire.
un vrai enjeu ici, c'est qu'on a beaucoup d'organismes différents en France et en Europe qui sont assis en fait sur une mine d'or de données de santé, mais qui n'en sont pas nécessairement conscients, ou alors bien qu'ils en soient conscients, qui n'ont pas nécessairement les moyens, qu'ils soient humains, financiers, juridiques ou techniques, de les faire fructifier entre guillemets et de pouvoir justement les utiliser dans le cadre de la recherche. Donc, ce règlement européen vient avec des promesses. La promesse d'un accès harmonisé aux données de santé, donc vraiment dans cet enjeu de faciliter l'accès des différents prestataires de santé aux données de santé. Et donc, pourquoi et comment, c'est tout ce que ce règlement va essayer d'expliquer et de mettre en place. Et donc, par le biais de l'interopérabilité, dont on parlera et beaucoup dans ce webinaire, pardon. Et enfin, ce règlement va aussi axer une partie sur cette utilisation secondaire des données de santé et en mettant des obligations à la charge des détenteurs de données, on définira également par la suite, pour faciliter la recherche, l'utilisation secondaire des données de santé. Je vais laisser la parole à Julia pour vous présenter le cadre réglementaire. Donc voilà, l'idée c'était d'abord de poser le contexte, mais avant tout ici, on va vraiment expliquer quelles sont les nouveautés posées par ce règlement. Donc tout d'abord, en fait, avec ce règlement, on va avoir la création de 2 nouvelles plateformes européennes. On va avoir d'abord la première plateforme MyHealth@EU. En fait, avec cette plateforme, la Commission européenne, elle désire vraiment avoir une interface sur laquelle seraient partagés les dossiers médicaux des personnes concernées pour que les pays de l'Union européenne et à terme les pays tiers à l'Union européenne puissent accéder facilement aux dossiers médicaux et donc aussi faciliter la prise en charge des patients. On a aussi la création d'une deuxième plateforme qui est la plateforme Health Data@EU. Donc avec celle-ci, la Commission elle désire également mettre en place une seconde interface qui pourra, elle, permettre le partage des données de santé dans le cadre de la recherche. Donc c'est ce que disait Camille dans le cadre notamment de la réutilisation des données de santé. L'idée vraiment, à travers de ces 2 plateformes, c'est de créer un marché unique pour les systèmes de dossiers médicaux électroniques, prenant en charge à la fois l'utilisation primaire et l'utilisation secondaire des données de santé. Voilà. Donc, au-delà de la création de ces plateformes, le règlement pose plusieurs droits et obligations à l'égard des détenteurs de données de santé. Elle impose notamment de nouveaux standards d'interopérabilité pour que, techniquement, le partage des données de santé se fasse entre les professionnels. Elle va aussi, cette réglementation, renforcer le droit des patients, par exemple le droit d'accès des patients à leurs données de santé. Et elle va aussi imposer des obligations de partage des données de santé. Avant tout, pour comprendre du coup le champ d'application de ces obligations, il faut comprendre aussi que les données de santé peuvent être utilisées de 2 manières, et c'est comme ça qu'on a structuré du coup la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir l'utilisation primaire des données de santé. Donc là, vraiment, cette utilisation, elle va viser à améliorer l'accès des patients à leurs données de santé et garantir des échanges fluides pour assurer vraiment la continuité des soins de santé. L'idée, c'est vraiment de permettre aux patients de pouvoir être soignés de la même manière qu'ils soient dans leur pays d'origine ou en vacances, par exemple, et donc de permettre aux professionnels de santé d'accéder aux mêmes informations sur leur dossier médical. Et aussi, on a un usage qu'on appelle secondaire. Donc là, vraiment, c'est les données de santé sont réutilisées pour être mises à disposition dans le cadre de la recherche. Donc c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations depuis de nombreuses années, et encore plus avec le rapport Marchand-Harvier qui a été publié début d'année 2024 sur cette stratégie vraiment de l'utilisation des données de santé. Ce rapport soulignait bien vraiment le progrès que la France a encore à faire sur le sujet. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'exiger de tous les détenteurs de données de santé de la transparence sur les données qu'ils détiennent, mais aussi d'exiger qu'ils facilitent l'accès tout à chacun à ces données en les mettant à disposition d'un organisme étatique pour ensuite faciliter leur réutilisation pour faciliter la recherche en santé. Justement, on parlait des détenteurs de données de santé. Donc, qui sont ces détenteurs de données de santé? On va avoir donc plusieurs acteurs.
qui sont concernés. Ici, on va avoir une définition vraiment assez large, puisque les obligations, elles vont s'appliquer à tous les détenteurs de données de santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un détenteur de données de santé? C'est vraiment toute personne qui va être amenée à un moment ou à un autre à traiter des données de santé. Donc, le règlement sur l'espace européen des données de santé, il ne différencie pas en fonction de la qualité de responsable de traitement et de sous-traitant qui est très importante au sein du RGPD. Ici, on va vraiment distinguer uniquement sur le domaine dans lequel les personnes vont travailler. Donc, ça va être toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui vont travailler dans le milieu de la santé, que ça soit pour prendre en charge des patients, pour faire de la recherche, pour développer des produits de santé, pour tenir des registres de mortalité, etc. Donc concrètement ici, qui sont visés par ces obligations? On va avoir les SAD, les hôpitaux, les professionnels de santé en ville, l'assurance maladie, les fabricants de dispositifs médicaux, l'INSERM, etc. Là encore, cette définition, elle est très large. Pour autant, le règlement prévoit deux exceptions que sont les chercheurs individuels et les micro-entreprises qui n'ont pas besoin de respecter ces obligations. L'idée, c'est qu'on ne peut pas imposer les mêmes obligations qu'aux grands hôpitaux à de toutes petites structures. Voilà, ça pourrait potentiellement créer des contraintes disproportionnées en termes de coûts, infrastructures, conformité. Donc l'exemption, elle vise vraiment à éviter que la réglementation ne soit trop lourde pour ces acteurs. Mais c'est pas parce que vous êtes chercheur indépendant, vous gérez une microstructure, micro-entreprise, que vous n'êtes pas automatiquement soumis. Là, vraiment, vous n'êtes pas automatiquement soumis aux obligations d'un détenteur de données selon le HDS. Vous pourriez être exempté de devoir fournir vos données pour un usage secondaire, etc. Mais en fait, il faut savoir que rien n'empêche que dans certains États membres ou selon certaines lois nationales de transposition, que des microstructures soient incluses. Voilà, l'exemption, elle n'est pas absolument automatique, mais c'est le principe retenu dans le règlement. Comme il s'agit d'une réglementation européenne, effectivement, ensuite, c'est aux États membres de réguler tout ça. Donc, également, le HDS, il vise plusieurs droits et obligations à la charge du coup de ces détenteurs de données. Donc, les premiers articles de ce règlement, ils visent vraiment à renforcer des droits, qui sont d'ailleurs pas des droits nouveaux, parce qu'ils ressemblent beaucoup aux droits qui sont déjà garantis par le RGPD. Ils ont juste un champ plus large. On va retrouver exactement comme dans le RGPD un droit d'accès, un droit de notification, un droit de portabilité, etc. Là encore, on va avoir des précisions sur les modalités de réponse à ces droits qui vont être complémentaires avec le RGPD. Voilà. Mais ce règlement, il ne vient pas annuler ou remplacer les obligations du RGPD, mais vient les compléter sur un champ d'application plus spécifique, comme on le verra du coup avec Camille. Ensuite, concernant cette utilisation primaire des données de santé, l'obligation vraiment phare et à retenir, c'est vraiment l'interopérabilité. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par là? En fait, le HDS, il va exiger que tous les prestataires de santé, lorsqu'ils prennent en charge des patients, lorsqu'ils enregistrent certaines données, il faut enregistrer les données dans un format qui soit électronique, dans un système de dossier médical électronique. Donc concrètement, en fait, à chaque fois qu'un prestataire de soins de santé prend en charge un patient, il doit enregistrer certaines catégories prioritaires de données dans son dossier patient informatisé, notamment des rapports de sortie d'hôpital, des comptes rendus de l'imagerie médicale, etc. Donc, en fait, c'est vraiment notamment sur ce point-là que la Commission européenne elle est très, très attendue, puisqu'au plus tard, en mars 2027, la Commission sera censée avoir adopté les spécifications techniques pour ces catégories prioritaires de données concernant notamment le format d'échange. L'idée, c'est vraiment ici de définir en fait un format universel d'interopérabilité pour permettre la transmission de données de santé entre les différents dispositifs, applications, pour faciliter la prise en charge d'un patient dans différents endroits. Évidemment, cette obligation pour les prestataires de soins de santé va de pair avec des exigences sur les systèmes de dossiers médicaux électroniques, c'est-à-dire que forcément, ces systèmes de dossiers médicaux électroniques vont devoir eux-mêmes être interopérables avec ce format, qui aura du coup été défini par la Commission, sinon ils ne pourront pas être mis en service ou mis sur le marché. Donc tout ça vraiment s'applique sans préjudice d'autres règlements européens qui s'appliqueraient déjà à des dossiers médicaux. On vise par exemple à la réglementation sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux diagnostiques in vitro, c'est-à-dire que dès lors qu'ils veillent l'interopérabilité
avec ces systèmes, ils doivent le prouver et ça va entrer notamment dans leur marquage CE. Donc, sur ce point de l'opérabilité, bien que l'on soit encore en attente de l'acte d'exécution de la Commission européenne sur le format vraiment exact, le règlement, en fait, il va déjà prévoir une annexe sur les spécifications techniques des logiciels de dossiers médicaux électroniques, qui va donc du coup préciser que ces dossiers médicaux électroniques vont nécessairement devoir être en mesure à la fois de transmettre, mais aussi de recevoir des données de santé. Ils devront aussi ne pas avoir de fonctionnalités qui empêcheraient le partage de ces données et bien entendu des exigences de sécurité et de journalisation. Donc, ces points existent déjà par le RGPD et la doctrine de la CNIL du coup, en la matière. Ensuite, pour la partie réutilisation des données, donc pour l'usage secondaire des données de santé, ici, on va avoir plusieurs obligations. D'abord, on va avoir une obligation de transparence, pas forcément une transparence à l'égard des personnes concernées, contrairement au RGPD, mais plutôt à l'égard des éventuels utilisateurs des données. Mais on y reviendra. Une deuxième obligation lors de cette utilisation secondaire, c'est une obligation de fourniture des données dès lors que l'organisme d'accès aux données va avoir accepté et donc autorisé la demande d'accès de l'utilisateur à ces données. Et enfin, on a une troisième obligation, c'est une obligation vraiment d'échange avec cet organisme d'accès aux données, c'est-à-dire que ça ne va pas être tout que de fournir les données aux besoins, il va falloir s'organiser, pour répondre aux éventuelles demandes d'informations complémentaires sur certains éléments des données qui auront été fournies. Donc vraiment, ce qu'on vise derrière cette transparence, c'est l'obligation pour des détenteurs de données de réaliser, de mettre à disposition un catalogue de données dont ils sont détenteurs, ce qui veut dire que ces détenteurs de données de santé vont devoir expliquer quelles sont toutes les données personnelles et non personnelles qu'ils ont chez eux, quelles en sont la source, la qualité, les utilisateurs possible. Voilà. Donc, ça ressemble vraiment au catalogue des données du SNDS, du HDH. Le but, c'est vraiment de faciliter d'éventuelles demandes. Forcément, il ne peut pas y avoir de demande sur l'utilisation des données en santé si on ne sait pas quelles données sont vraiment et véritablement disponibles. Du coup, je laisse la parole aussi donc, à Camille pour nous expliquer un peu l'application progressive de ce règlement, quels sont les points importants. Voilà, parole. Merci beaucoup, Julia. Donc justement, comme vous disait Julia, on va avoir quand même un certain nombre d'obligations à respecter avec une bonne partie assez technique à mettre en place. Et donc forcément, vous vous demandez tous quand est-ce que tout ça va entrer en application. Comme tout règlement européen qui se respecte, l'entrée en application est très progressive. La première date à retenir, en fait, était mars 2025, qui est la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Et finalement, les premières obligations, elles vont commencer à avoir du sens, entre guillemets, à partir de 2027. Ça va être à partir de mars 2027, justement, qu'on va pouvoir savoir de quoi on parle en termes d'interopérabilité. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de, c'est dès mars 2027 que la Commission européenne est censée avoir adopté les actes d'exécution qui permettront justement de détailler ce format d'interopérabilité et donc qui vous permettront à vous, détenteurs de données de santé, de savoir ce que vous allez devoir mettre en place pour vous assurer de cette interopérabilité. Parce que forcément, si on vous demande à tous d'assurer un même format d'interopérabilité des données, il faut qu'on vous donne les spécifications de ce format pour pouvoir commencer à travailler. Par la suite, encore d'autres dates à retenir, c'est mars toujours 2029. Pourquoi mars 2029? Parce qu'une fois qu'en 2027, on aura eu cet acte de la Commission européenne qui détaille ce format d'interopérabilité, vous aurez globalement 2 ans pour justement vous mettre à niveau. Et c'est dès 2029 que les premières obligations d'interopérabilité des catégories prioritaires de données de santé vont être applicables. Par exemple, les résumés de dossiers médicaux, etc. On va attendre qu'elles soient mises à disposition sur la plateforme masanté.ue dont parlait Julia à partir de 2029. Ensuite, en 2031, là, on va étendre encore à d'autres catégories de données qui ont été détaillées dans le règlement sur l'espace européen des données de santé et on va comprendre les imageries médicales, etc. Et enfin, en 2035, là, on va permettre aux pays tiers à l'Union européenne de pouvoir se connecter à l'autre plateforme qui aura été créée, qui sera donc
Health Data at EU, là, sur l'usage secondaire. Donc finalement, on a une entrée en vigueur très progressive, une entrée en application, pardon, très progressive de ce règlement. Donc il faut bien retenir 2027, on attend les actes d'exécution de la Commission européenne et à partir de 2029, là, toute la partie utilisation primaire va commencer. Et dès 2027, toute la partie utilisation secondaire est censée aussi se mettre en place. Donc, on va aussi, à partir de 2027, attendre des États membres qu'ils aient désigné les différentes autorités, par exemple, pour donner l'accès aux données de santé dans le cadre de la réutilisation. Et donc, sur ce point, le HDS, pour nous, c'est un peu la suite logique du RGPD dans le cadre de la santé. Pourquoi on dit ça? Parce que finalement, bien qu'ils aient des champs d'application différents, on a quand même un noyau qui reste le même. Quand on dit champ d'application différent, qu'est-ce qu'on vise? Le HDS, il est quand même plus large que le RGPD parce que, en ce qui concerne le RGPD, on ne vise que les données à caractère personnel. Typiquement, le RGPD ne s'applique pas aux données anonymes et c'était d'ailleurs une exemption qu'on utilise beaucoup en santé, justement, de rendre les données anonymes, notamment dans le cadre de la recherche, pour faciliter leur réutilisation. Désormais, le HDS prévoit de s'appliquer aux données personnelles, donc comme dans le cadre du RGPD, mais aussi aux données non personnelles et aux données rendues anonymes. Les données rendues anonymes, a priori, c'est des notions qu'on connaît déjà, donc c'est des données qui initialement étaient personnelles, mais ont été rendues anonymes, typiquement, entre guillemets, appauvries, des résultats d'analyse statistique ou bien une base de données qu'on va avoir modifiée pour ne plus la rendre directement identifiante ou indirectement identifiante à l'égard d'une personne concernée. Mais on va aussi s'attarder sur les données qui ne sont non personnel dès le début. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Typiquement, un taux d'occupation des lits dans un hôpital, initialement, ce n'était pas soumis au RGPD parce qu'il n'y a aucune donnée personnelle dedans. Et bien là, ça va rentrer dans les obligations de l'EHDS. Par ailleurs, on a aussi un champ qui est très différent parce que là où le RGPD se concentre sur la protection des données personnelles et de la vie privée, donc les impacts sur la vie privée des personnes concernées, ici, le HDS, ça va être un règlement, entre guillemets, plus technique, plus opérationnel, puisqu'on parle d'interopérabilité, on attend les standards de cette interopérabilité, les standards de ce format commun, des exigences d'échange, etc. Mais pour autant, on retrouve quand même cette logique qu'on connaissait déjà dans le cadre du RGPD parce que on a cette même logique de finalité, de droit des patients, de minimisation que vous connaissez déjà dans le RGPD. J'y reviendrai juste après sur justement le renforcement de certaines obligations, mais la logique de droit des personnes, on la connaît déjà dans le RGPD. Les premiers articles du RGPD, dans les premiers articles, on vise à justement consacrer des droits fondamentaux sur la protection des données personnelles. Eh bien, on va retrouver les mêmes dans le HDS, simplement, on n'aura pas les mêmes façons de répondre à ces demandes de droits, typiquement pas les mêmes délais. De la même manière que le principe de minimisation, qui est un principe fondamental dans le RGPD, on le retrouve aussi indirectement dans le HDS. Pourquoi? Parce que justement, sur la partie utilisation secondaire des données, par principe, on est censé essayer d'aboutir à la finalité du traitement sur la base de données anonymes, donc toujours dans une idée de minimiser les données personnelles. Et ensuite, si on n'y arrive pas, là, on va sur des données personnelles. Pareil, le principe de finalité, et j'y reviendrai juste après, on a cette notion qu'on connaît bien sûr tous dans le RGPD de finalité explicite légitime, qu'on va retrouver dans le HDS, puisqu'on a un article dédié aux finalités autorisées et aux finalités interdites. Donc finalement, entre le RGPD et le HDS, on a un peu cette logique de 80-20 de si j'ai déjà ma conformité au RGPD, j'ai un bon socle parce que j'ai les logiques, j'ai la dynamique, j'ai déjà des procédures et ensuite je vais avoir entre guillemets une surcouche HDS avec des nouvelles obligations. Justement, on vous a mis un petit récapitulatif du renforcement de certaines obligations. Je parlais du droit des personnes. En fait, on retrouve les mêmes droits dans le HDS. On a un droit d'accès, on a un droit de rectification, on a un droit d'opt-out. Simplement, la grande différence avec le RGPD, c'est que dans le RGPD, vous avez un mois qui peut éventuellement être porté jusqu'à 3 dans certains cas pour répondre à la personne concernée. Pour le HDS, vous devez répondre immédiatement aux demandes des personnes concernées, ce qui va donc nécessiter une adaptation de vos procédures pour répondre aux demandes des personnes. La minimisation, je vais pas revenir dessus, je vous expliquais justement qu'on a cette même logique.
Sur la partie finalité, on avait cette logique d'avoir forcément un traitement qui répondait à une finalité dans le RGPD. Là, sur le HDS, on va un peu plus loin, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on a un article dédié, comme je vous le disais, aux finalités autorisées, aux finalités interdites. Finalement, pour vous, en santé, c'est une logique que vous avez déjà, parce que notamment, elle existait déjà au travers du Code de la santé publique. Mais vous ne serez pas surpris, tout ce qui est finalité marketing et publicitaire, on n'a pas le droit de les poursuivre quand on demande l'accès aux données de santé. On ne peut pas demander un accès aux données de santé pour discriminer quelqu'un à l'emploi, etc. Donc, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est des choses un peu plus poussées. De la même manière que pour cette partie de sécurité, de traçabilité, etc., ici, dans le HDS, on va aller encore un cran plus loin parce que là, on va justement, comme on le disait, nous donner tous les formats sur l'interopérabilité et on attend aussi dans cet acte d'exécution de la Commission européenne des détails sur les mesures de sécurité, de traçabilité qu'on attend. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec le RGPD puisque on nous demande et on met à la charge des organismes une obligation de sécurité, mais on ne leur dit pas nécessairement exactement comment le faire. Là, dans le HDS, ce sera un peu plus poussé. Et enfin, dernier point où le HDS vient vraiment renforcer les obligations, c'est cette notion de cartographie. Cette notion de cartographie, on la connaît déjà dans le RGPD. Pourquoi on la connaît déjà? Parce que finalement, le registre de traitement, on ne cartographie pas exactement les données, mais on cartographie nos traitements. C'est utilisé pour beaucoup d'organismes, un peu comme la boussole du RGPD, de savoir voilà tous les traitements de données que j'ai au sein de mon entreprise, voilà tout, ou mon organisme, pardon, et voilà tous les traitements que je dois maintenir. Et bien finalement, cette notion de cartographie, on la retrouve aussi dans le HDS parce que cette obligation de transparence dont parlait Julia dans le cadre de l'utilisation secondaire, elle vise notamment à ce que les détenteurs de données de santé fassent un catalogue des données qu'ils ont chez eux. Et ça revient, cette notion de cartographie, avec un catalogue dont on attend potentiellement justement des précisions de la Commission européenne ou des lignes directrices pour savoir est-ce qu'il y aura un format imposé. Mais ce catalogue, il va être nécessaire pour pour que justement les utilisateurs de données de santé puissent savoir à quoi ils peuvent demander l'accès. Et on va avoir un gros travail sur ce sujet-là de pouvoir justement déterminer et expliquer quelles sont les données qui sont disponibles, quels en sont le format, quelles en sont les sources, dans quel cadre on peut les utiliser, quelle est la profondeur historique, etc. Donc, cette notion de cartographie, on la retrouve aussi de façon renforcée. Et la question forcément qui nous intéresse tous aussi, voilà, c'est vraiment quels sont les risques en cas de non-conformité à l'HDS. On peut essayer d'être un peu déçu parce que pour l'instant, le règlement n'est pas forcément très précis sur le sujet. Là où le RGPD, lui, initialement, précise vraiment explicitement quel pouvait être le montant des amendes en fonction de quels étaient les articles qui auraient été violés. L'espace européen, lui, des données de santé est un peu flou. Donc, étant donné qu'il indique toujours qu'il peut et qu'il faut qu'il y ait des amendes administratives proportionnées, etc., mais finalement, on n'en sait pas encore beaucoup plus sur ce point-là. On a d'ailleurs des lignes directrices qui sont sorties par du coup, le HDS, qui sont en consultation publique et sur lesquelles vous pourriez notamment donner votre avis. Mais pour autant, le règlement précise certains points en ce qui concerne l'utilisation primaire. Déjà, on a des risques principaux, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont vouloir commercialiser. Attendez, je vais essayer de mettre ton micro. Tu peux juste enlever ton micro. Ouais, voilà, merci. Pour tous ceux qui vont vouloir commercialiser tout ce qui est application bien-être et dossiers médicaux électroniques, dès lors que les obligations d'interopérabilité ne sont pas remplies, le produit ne va pas pouvoir être mis en service ou mis sur le marché. Donc, on a vraiment un risque qui est un risque business assez important puisque tout simplement, c'est qu'on ne peut pas en fait sortir son produit. De plus, on va aussi forcément avoir un risque réputationnel parce que la Commission européenne a indiqué qu'elle allait tenir à jour une liste des dispositifs médicaux électroniques et des applications qui respectent cette interopérabilité. Donc enfin, le règlement prévoit explicitement une coopération avec la CNIL. Par exemple, quand certaines obligations du règlement sur l'espace européen des données de santé sont violées et que cette violation correspond également ou parallèlement à une obligation prévue par le RGPD, notamment en matière des droits des personnes concernées, les autorités de contrôle de la protection des données seront impliquées. En France, bien sûr, il s'agira de la CNIL. Enfin, le règlement prévoit aussi explicitement une coopération avec la CNIL
Donc ça, on l'a dit. Et concrètement, cela pourrait conduire donc à une double peine, parce que d'une part, on a une sanction liée au non-respect du règlement HDS, comme l'interdiction de mettre en service l'outil concerné, et d'autre part, une éventuelle sanction de la CNIL si, par exemple, une demande d'exercice de droit n'a pas été traitée conformément au RGPD. Et pour l'usage secondaire des données de santé, le règlement ici va se concentrer cette fois sur les sanctions applicables aux utilisateurs des données de santé. Voilà, donc on a vraiment ici comment dire, pardon. Donc, on a globalement des sanctions voilà, qui sont déjà prévues sur le cadre général, voilà, c'est ça. mais on en attend plus des différents Des États membres, parce que en fait, voilà, c'est un règlement européen, donc il conserve quand même une marge de liberté pour déterminer le régime des sanctions applicables. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur la description de ces sanctions-là. Et on a, vas-y, oui, Camille, pardon. Et donc justement, on vous a fait un petit exemple un peu concret du risque d'une éventuelle non-conformité. Donc typiquement, si vous développez un logiciel dans le domaine de la santé et que malheureusement, vous avez oublié d'intégrer la conformité au début de ce développement, on va avoir pas mal de risques assez différents. Le premier, c'est que forcément, si vous avez oublié d'intégrer toutes les exigences d'interopérabilité, il va falloir complètement refaire finalement votre logiciel sur le point de vue technique. Donc forcément, ça va vous impliquer des coûts assez importants pour vous, des retards de livraison aussi assez importants, parce que si vous devez tout redévelopper, forcément, vous repartez de zéro. Et si vous aviez éventuellement des investisseurs sur votre projet, potentiellement, le manque d'anticipation et le manque de connaissance de votre réglementation va un peu les inquiéter. De la même manière, si jamais vous avez finalement mis ce produit sur le marché alors même qu'il ne respectait pas ses obligations d'interopérabilité, vous allez avoir un gros impact business. Pourquoi? Vous allez avoir potentiellement des clients quand même un peu frileux à signer avec vous, et dans la mesure notamment où, comme on le disait, on a la Commission européenne qui va tenir une liste des outils conformes et on va avoir des autorités de surveillance des outils conformes ou non conformes, justement. Donc, en fait, on va avoir la possibilité de savoir ou non, de savoir si oui ou non vous êtes conforme à ces exigences. Ce qui fait que, en fait, vous avez un impact business potentiellement très important en dehors des sanctions que vous pourriez effectivement recevoir et dont on attend des précisions des autorités. Un impact business de perte d'argent, de temps, d'accès au marché, de crédibilité, etc., en dehors de justement ces sanctions en particulier. Forcément, ce que vous attendez un peu de nous, c'est comment se mettre en conformité avec le HDS dès aujourd'hui. De la même manière que dans le RGPD, le rôle du DPO est très important parce qu'on a un chef d'orchestre justement de la mise en marche du RGPD au sein des différents organismes. Ici, pour nous, le DPO, il va être très important. Pourquoi? Bien que sur le plan technique, ce n'est pas votre DPO qui va vous dire exactement quelles mesures de sécurité il va falloir choisir, comment exactement mettre dans un autre format vos données. Par contre, c'est aussi le rôle de votre DPO de faire cette veille et de vous pousser justement les fameuses lignes directrices pour lesquelles on est en attente, sur les formats qu'il va falloir mettre en place, de prévoir éventuellement des audits des systèmes pour voir si justement ça fonctionne, etc. Et aussi sur la partie utilisation secondaire, on va avoir un gros rôle et un énorme enjeu côté DPO. Pourquoi? Parce que là, en santé, c'est aussi quelque chose que vous connaissez pas mal. Un travail important avec les équipes va devoir être fait dans le cadre des demandes d'autorisation, justement, d'accès à ces données de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la même logique que déjà ce que vous avez sur les demandes d'autorisation à la CNIL, quand vous voulez accéder à des données de santé. On va avoir un travail en coopération avec les équipes de démontrer pour quelle finalité on va vouloir accéder à ces données-là, quelles sont les mesures de sécurité qu'on va mettre en place, etc. Et tout ce travail-là, il va être fait vraiment en collaboration avec le DPO. Et enfin, la collaboration aussi avec le DPO, elle va être très importante sur la partie exercice des droits, parce que comme on vous le disait, on va avoir des droits similaires à ceux qui sont prévus au RGPD qui vont être consacrés par le HDS. Mais forcément, c'est aussi le DPO qui va vous aider pour répondre à ces demandes de droits.
Et là aussi où nous, Lipio, on peut vous aider, justement, notre plateforme collaborative, elle va être assez importante parce que de la même manière que pour le RGPD, vous avez des actions que vous pouvez partager avec vos équipes, etc. En fait, pour le HDS, le fonctionnement va être le même, où nous, on va pouvoir vous mettre à disposition les actions, les différentes documentations associées, et vous allez pouvoir les travailler avec vos équipes par ce biais. Donc voilà, en conclusion, vraiment, le règlement de HDS pose un cadre clair. Donc on connaît ses objectifs, sa logique d'harmonisation, les acteurs concernés. Il impose aussi une stratégie importante pour les logiciels de santé, notamment en matière d'interopérabilité, de sécurité, de documentation. Tout, bien sûr, en confirmant le rôle essentiel du DPO dans la gouvernance de ce nouvel écosystème. Mais on a quand même quelques éléments qui restent en attente pour permettre du coup une mise en conformité complète et opérationnelle, notamment tout ce qui est modalités pratiques de partage et d'accès aux plateformes européennes, la désignation des autorités compétentes et les lignes directrices destinées à accompagner les entreprises. Voilà. Donc, autrement dit, on a déjà une structure solide, mais il faudra encore attendre certaines clarifications pour pouvoir engager pleinement les démarches techniques et organisationnelles. Mais vraiment, cette période de transition, elle doit vraiment, je pense, être mise à profit pour anticiper, se préparer et structurer progressivement la mise en conformité jusqu'à attendre l'entrée en vigueur de toutes ces obligations. Voilà, on a du coup terminé cette présentation. L'idée, c'est de faire un petit tour sur les questions-réponses potentielles que vous auriez sur le sujet. Oui. Beaucoup à tous de vous être connectés sur un sujet quand même entre guillemets un peu de niche. Donc on est très content de tous vous y avoir vu. On a aussi vu qu'il y avait pas mal de nos clients qui étaient connectés. Donc merci beaucoup. On a vu quelques questions. On va essayer d'y répondre. Alors malheureusement, on n'aura pas les réponses à toutes les questions parce qu'on est aussi en attente de beaucoup de réponses de la Commission européenne sur le sujet. Mais j'ai vu passer plusieurs fois la question de la possibilité justement pour les personnes concernées de refuser l'utilisation de leurs données. Alors, oui, il y aura cette possibilité à la fois sur la partie utilisation primaire et utilisation secondaire. Sur la partie utilisation primaire, on prévoit que les personnes puissent refuser, mais on prévoit une marge pour les États membres, une marge de manœuvre pour justement pouvoir garder des dérogations, notamment dans le cadre de la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes, et justement de pouvoir passer outre ce refus. Cette logique de refus de réutilisation de leurs données, elle existe aussi dans l'utilisation secondaire et a priori, effectivement, ce serait une réutilisation autorisée sauf opposition du patient, donc un mécanisme d'opt-out qui pourra être manifesté donc, par les personnes concernées, sachant que sur ça, malheureusement, on attend aussi des États membres qu'ils mettent en place ces process et ces procédures de refus. Donc, sur exactement comment ça va se passer, on ne va pas être en mesure de vous répondre. Par contre, oui, ces droits existent autant pour l'un que pour l'autre. On essaye de voir un peu toutes vos questions et vous en avez beaucoup, donc ça va être difficile de répondre à tous, surtout que pour beaucoup, on ne sait pas trop. On a aussi vu une question sur est-ce que ça va s'adresser uniquement aux médecins ou à tous les professionnels de santé? Non, ça va être. Et j'ai vu aussi une question en lien sur les associations et les psychologues. Je laisse. Donc ici, le règlement, il va vraiment s'appliquer aux entités publiques ou privées. Donc oui, effectivement, les associations, dès lors qu'elles collectent ou traitent des données de santé ou de santé relative. Donc voilà, une association qui collecte, stocke ou traite des données personnelles et des données de santé et par ailleurs, donc déjà soumise au cadre général au RGPD. Voilà. Mais le règlement EHDS vise, lui, à encadrer l'accès, le partage et la réutilisation des données de santé. Donc, le texte prévoit que les micro-entreprises sont exemptées, mais si une association rentre dans cette catégorie, c'est-à-dire de petit effectif, petite structure, il est probable qu'elle bénéficie de cette exemption, du moins pour l'obligation de mise à disposition des données de santé dans le cadre secondaire.
Mais bon, cette exemption, elle ne signifie pas une exemption totale. Le règlement, il reste applicable dans d'autres volets, protection, droits des patients, etc. Donc concrètement, si votre association elle ne collecte pas ou ne traite pas de données de santé, le règlement ne lui impose rien de plus qu'un traitement classique sous RGPD. Mais si elle traite des données de santé, par exemple dans le cadre d'activités médicales, sociales, de santé ou d'accompagnement, elle peut être considérée comme détenteur de données de santé et donc soumise aux obligations de HDS. On voit aussi quelques questions sur justement sur les États-Unis qui ont un niveau de développement, une population aussi bien plus grande que l'Union européenne et savoir s'il y a des réflexions similaires là-bas. Et également, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement partager les données en dehors d'Europe. Alors, ce règlement, du coup, va s'appliquer vraiment à l'Union européenne. Donc, malheureusement, je ne sais pas vraiment vous dire s'il y a des réflexions similaires là-bas. Pour autant, ce qu'on a prévu, c'est de permettre aux pays tiers, à terme, de se connecter à cette plateforme d'utilisation secondaire des données de santé. Donc, l'Union européenne a prévu la possibilité que d'autres que l'Union européenne puissent vouloir bénéficier de ce règlement. Et sur la partie partage des données en dehors de l'Europe et du respect, comment assurer le respect du RGPD, etc., et dans la mesure où ce règlement s'applique sans préjudice des autres règlements qui existent déjà, finalement, les obligations qui existent déjà au sens du RGPD vont continuer de devoir être respectées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si vous transférez des données en dehors de l'Union dans ce cadre-là et vers des pays qui ne sont pas considérés adéquats, vous allez avoir les mêmes obligations de mettre en place, excusez-moi, des garanties appropriées, donc des clauses contractuelles type, justement, des codes de conduite, des règles d'entreprise contraignantes, etc. Vous aviez également des questions sur quand est-ce que les autorités compétentes seraient nommées. Je ne sais pas répondre à cette question parce qu'on ne le sait pas encore. En principe, a priori, ce sera à partir de 2027 qu'on attend que les différentes autorités de surveillance du marché, d'accès aux données, etc., soient désignées. Mais est-ce qu'elles vont l'être plus tôt? Est-ce qu'elles vont l'être plus tard? Ça, pour le coup, on ne peut malheureusement pas répondre à cette question. Donc, on essaye de voir vos autres questions. Vous aviez aussi des questions sur les actions en responsabilité, notamment sur des géants du numérique qui sont identifiés comme non conformes. Malheureusement, ça, c'est pas du tout un sujet qui est abordé par le HDS, donc on ne va pas trop pouvoir répondre à ça. Ça va être a priori les mêmes actions que ce qui existe déjà. Je pense qu'on a couvert une bonne partie des questions qui ont déjà été posées. Sur les psychologues, a priori, là, le HDS va être volontairement assez large sur la notion de détenteur de données de santé. Et dès lors que vous allez disposer de données de santé sur les personnes concernées, vous allez y être soumis. Donc, a priori, oui. Maintenant, là encore, malheureusement, on attend aussi beaucoup de précisions en ce qui concerne justement le détail donc des personnes concernées, des éventuelles exceptions, etc. Donc, potentiellement, il y aura aussi une marge de manœuvre laissée aux États membres. Mais a priori, je pense que oui. Une question intéressante notamment sur les processus de pseudonymisation et d'anonymisation. Donc ici, le règlement, il reste assez général, mais les spécifications concrètes devront normalement être précisées dans le cadre d'actes d'exécution et via des lignes directrices exigences techniques. Donc ici, pareil, on attend de voir, mais logiquement, ça sera certainement une recommandation commune et après, des petites adaptations en fonction du coup des États membres, mais oui, logiquement, ça sera du coup un référentiel. Sachant que sur le sujet de la pseudonymisation et l'anonymisation, on a déjà un avis un peu daté du G29 sur l'anonymisation et le CEPD qui est en train de travailler justement à la mise à jour de cet avis, puisqu'il date, sauf erreur, de 2014. Donc, il est temps d'avoir des nouvelles lignes directrices, mais il semblerait qu'il y ait déjà un travail sur justement des recommandations sur ces process-là. Mais pareil, on a un peu de mal à vous donner des dates exactes parce que ça n'a pas spécialement été annoncé, sauf erreur de notre part. Possibilité pour les utilisateurs de créer une classe action. Alors, même si en fait le cadre européen ici tend à reconnaître des recours collectifs pour les violations de données personnelles,
La mise en œuvre concrète, pareil, va dépendre du cadre national de chaque État membre, de ses lois sur les recours collectifs, actions de groupe, etc., la reconnaissance de groupes représentatifs, etc. Donc, ici, le règlement EHD qui prévoit des recours individuels ou des actions contre des décisions administratives, type l'autorisation d'accès aux données, le refus, mais il ne va pas structurer explicitement un mécanisme européen de class action global pour tous les États. Donc après, c'est la jurisprudence nationale qui va faire cette précision et du coup qui pourra varier en fonction des États membres. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si on peut y répondre. A priori, je pense que pour l'instant, on a répondu à peu près à tout. Comment cela se passe pour l'ICRF dans le cadre des études cliniques? Je sais pas si... Alors ça, typiquement... Attends, je vais prendre ton... Alors ça, typiquement sur la partie ICRF, etc., en fait, oui, on est considéré aussi, tout ce qui est prestataire d'ICRF, ils vont être considérés comme des détenteurs de données de santé, donc ils vont être soumis aux mêmes obligations de partage de données de santé. Donc ça, typiquement, c'est aussi des points sur lesquels on attend finalement des lignes directrices de la Commission européenne sur un peu en termes de responsabilité dans les contrats. Comment on va gérer ces points-là? Parce que pour l'instant, le RGPD interdit bien toute réutilisation d'un sous-traitant de données qui lui sont fournies par un responsable de traitement. Donc ça, c'est des points qu'il va également falloir détailler. Mais en principe, oui, un prestataire d'ICRF est bien soumis à ces exigences de transmission des données dans le cadre de l'utilisation secondaire. Et oui, pour IPA, effectivement, c'est très ciblé protection des données personnelles. Ici, le LDS, c'est vraiment sur un champ d'application beaucoup plus du coup technique. Faciliter l'échange et la réutilisation sécurisée des données, alors que l'IPA, c'est vraiment sur la protection des données individuelles. Donc, on est moins sur le côté technique. Et la portabilité, oui, des données. Mais vraiment là, en tout cas, pour le coup, le HDS, il est vraiment plus sur l'interopérabilité des données. Ouais. Donc, pour le coup, c'est des réglementations qui ne sont pas exactement ciblées c'est ça. sur les mêmes sujets. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions identiques? Ça, on n'est pas trop capable de dire. Est-ce que la logistique liée aux patients qui peut avoir des informations de santé rentre dans le cadre de l'HDS? A priori, à mon sens, oui. Justement parce que cette notion de détenteur de données de santé est très large et vise toute personne physique ou morale, j'avais plus l'avoir par cœur en tête, mais toute personne physique ou morale qui va détenir des données de santé sur une personne concernée. Donc potentiellement, le transport sanitaire pourrait effectivement rentrer dedans. Oui, le partage des données secondaires va peser également sur les administrations en vue de la conduite d'études. Vraiment, la notion de détenteur de données de santé, elle s'applique qu'on soit public ou privé, on vise les institutions étatiques, etc. L'idée, c'est vraiment le partage de la part de toute personne qui aurait des données de santé. La différence, par contre, qui va être sur les administrations, c'est que dans les mécanismes, de demande d'accès aux données, on n'aura pas forcément exactement les mêmes procédures. Les délais pourraient éventuellement être un peu différents et les demandes pourraient être, il pourrait y avoir des procédures un petit peu différentes. Mais l'obligation, a priori, de partager les données, elle va vraiment peser sur autant le public que le privé. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Ouais. Okay. Alors non, on n'a pas encore d'informations. Je vois votre question, Pauline, sur la procédure de désignation des détenteurs de données de confiance. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui reste encore assez général dans le règlement et pour lequel on attend beaucoup de lignes directrices. C'est pour ça que ce règlement, donc comme tout règlement, pose vraiment les bases qui vont devoir ensuite être précisées par les États membres, par des lignes directrices, etc. Donc c'est pour ça que finalement,
Ce règlement est déjà entré en vigueur donc dès 2025, mais qu'on attend 2027 à minima pour l'acte d'exécution de la Commission européenne sur le format d'interopérabilité. Mais de façon générale, on attend la désignation des organismes d'accès aux données, on attend la désignation des autorités de surveillance, on attend la mise en place des procédures de demande d'accès, on attend la mise en place des procédures de droit et, des personnes concernées, etc. Donc, malheureusement, on est aussi beaucoup en attente de ces lignes directrices, de ces décisions par les États membres, etc. Donc l'idée, voilà, en attendant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir commencer à se mettre en conformité, en tout cas sur les bases de ce règlement-là. Voilà. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le temps de le faire et de faire une transition assez, on va dire, fluide. Et c'est aussi tout l'enjeu, justement, d'avoir une personne qui est en charge, justement, de votre, en tant que DPO, de votre conformité, etc. C'est aussi ce rôle de veille, justement, de pouvoir vous pousser les lignes directrices quand elles existeront, de pouvoir vous pousser éventuellement si quand de la jurisprudence aura été rendue, quand les autorités auront été désignées, etc. Et pour l'instant, la partie sur laquelle on peut déjà travailler, ça va être cette partie droit des personnes, puisque ça va ressembler aux droits des personnes en termes RGPD. On va avoir ce travail de mise en place, en tout cas de changement un peu des procédures qu'on a déjà sur le plan RGPD pour les adapter sur le plan EHDS. Et on a quelques spécifications techniques dans le règlement sur ces notions d'interopérabilité, sur les exigences de sécurité, de journalisation, etc. Donc finalement, on va pouvoir commencer un petit peu à travailler sur les grandes lignes, les grands principes fondateurs, et on va être en attente par contre pour les précisions, pour la désignation des autorités des actes de la Commission européenne et des États membres. Super, merci à vous d'avoir été présent à ce webinaire. Merci aussi à certains de nos clients qui ont été ici présents lors de ce webinaire. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, Camille, c'est le mot de la fin. Exactement. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.